Me semble que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, parce que j'ai une tonne d'expérience à vous partager. Bonjour, bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le Quoi de neuf du mois d'avril. Alors oui, c'est le retour ludique sur le mois qui s'est passé. Un segment que j'apprécie particulièrement parce que ça me permet de pouvoir vous parler en rafale d'une tonne de jeux et de vous donner mes expériences. Mais également, c'est l'occasion de vous parler d'un paquet de petites choses des fois. Dans le cas présent ici, ça va être des événements ludiques que j'ai participé. Alors, je tiens à mentionner pour cette vidéo que contrairement à mon habituellement, vous savez, là, je mets des belles petites bandes avec le nom du jeu. J'ai tellement d'expérience à vous partager que ça a pris beaucoup de temps à faire toutes ces petites bandes-là, surtout pour quelques jeux, même plusieurs jeux que je suis pas sûr de rejouer de sitôt. Donc, fidèle à mon habitude, je commence avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Alors, au courant du mois d'avril, j'ai joué 50 parties de 28 jeux différents et là-dedans, il y en a 22 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors oui, ça fait beaucoup de jeux et la plupart de ces jeux-là sont à cause que j'ai participé à un événement qui s'appelle les Jabs. Alors les Jabs, qui est un acronyme pour les Jeux au bout, sont un événement qui en était à leur 17e édition. Alors c'est probablement le pionnier des événements ludiques. C'est une espèce de petite retraite perdue dans le fond des bois à Chertsey. Donc c'est une espèce de petite colonie de vacances qu'il y a là et les gamers se rendent sur place. Et là, avec le temps, le week-end a finalement débordé. Au début, c'était juste un week-end et là, finalement, c'est rendu 2 week-ends du mercredi au dimanche. Donc, toute une expérience pour pouvoir vraiment partager sa passion avec un paquet de gens qui trippent autant que nous autres côté jeux de société. Alors, on parle d'environ 300 personnes par week-end, donc c'est limité par l'espace, c'est limité par les gens, parce que là-bas sur place, on a un petit service de cafétéria, donc tout ce qu'on fait, c'est que on mange, on joue et à l'occasion, on dort un peu. Donc, c'est certain qu'on ne va pas là nécessairement pour dormir beaucoup. Les installations sont assez simples, je dirais, mais c'est une belle expérience et c'en était ma 3e édition, je crois, que je participais au Jab. Et comme à chaque année, c'est vraiment une belle occasion de pouvoir revoir beaucoup de gens parce que la communauté ludique se développe énormément et au fil du temps, au fil des événements, on commence à revoir les mêmes gens, les mêmes personnes et c'est toujours agréable. C'est comme une espèce de petite réunion d'amis. Donc, on se rejoint dans un chalet. Bon, dans le cas-ci, plusieurs chalets, pour pouvoir avoir du plaisir et surtout faire un paquet de nouvelles découvertes ludiques. Moi, habituellement, j'en profite toujours pour enseigner quelques jeux, montrer des nouveautés que je peux avoir, mais aussi de m'asseoir et de pouvoir faire des découvertes. D'ailleurs, il y a toujours la salle à Zendar, donc Pierre Poisson, qui est l'érudit ludique du Québec, donc une personne qui apporte à chaque année des jeux qui viennent de partout dans le monde. Et c'est ça qui est spécial parce que c'est des jeux qu'on n'a pas accès nécessairement ailleurs. Des jeux qui viennent de la Corée, du Japon, de l'Espagne, certains jeux obscurs même des États-Unis. Il y a des jeux qui viennent de partout dans le monde et c'est toujours le fun de pouvoir découvrir ces espèces de petits jeux obscurs-là qui n'ont pas vraiment eu de visibilité en dehors. D'ailleurs, il y a plusieurs de ces jeux-là que je vais vous parler parce que j'en ai profité pour en découvrir énormément. Donc, premièrement, avant de commencer avec mes expériences ludiques, je tiens à remercier tout le monde avec qui j'ai pu partager une partie, partager un moment, partager une discussion de cafétéria, partager une discussion en se déplaçant. Donc, c'est vraiment agréable de pouvoir parler avec tout le monde, de pouvoir partager notre belle passion. Et c'est cet aspect-là que j'adore, l'aspect de communauté. On est une belle grosse gang de monde et cette année, le Jab a eu un petit surplus et ça, je tiens à le souligner. Ils ont fait une nouveauté et ça a marché pas à peu près. On a eu droit au Jab-B-Q. Qu'est-ce que c'est le Jab-B-Q? Je vous l'explique. Alors, je sais que l'année passée, ou même peut-être les années passées, auparavant aussi, il y a une gang, je pense une gang de Rouen, d'ailleurs, salut les gars, qui s'organisait un petit barbecue dans la nuit de samedi à dimanche, qui s'installait et que, je me rappelle l'année passée, je marchais d'une bâtisse à l'autre et veux-tu un hot dog? Ben pourquoi pas? Un hot dog à 1h du matin, entre deux parties, c'est toujours agréable. Là, le Jab a décidé de prendre les choses dans leurs mains et se sont alliés avec une boucherie locale pour pouvoir nous offrir des hot dogs et des hamburgers.
Donc, une espèce de gros gazebo central où que les gens se promenaient et c'est vraiment, vraiment génial de pouvoir voir ça. C'était vraiment super. On a eu droit à une bouffe qui m'a vraiment surpris. Je me disais, ah, un petit hot dog. Non, on avait droit à une belle saucisse vraiment délicieuse. Donc, comme je dis, ça vient d'une boucherie locale. Donc, on avait droit à de la viande de qualité, que ce soit les burgers ou même le hot dog. C'était vraiment super et surtout, l'ambiance que ça a dégagé. Parce que oui, bon, jeu de société, on est souvent à l'intérieur, on va jouer à des jeux, mais là, d'être dehors, tout le monde, il y avait de la musique, il y avait des lumières, il y avait même des beaux feux de baril qui étaient là. Donc les gens étaient autour, ça discutait, ça donnait vraiment une belle ambiance festive. Une ambiance festive que je crois qui mérite d'être refaite à chaque année parce que c'était vraiment, vraiment génial. Donc, thumbs up pour le Super Jabbercue. C'était vraiment agréable comme expérience et je pense que ça va être à refaire pour les années qui vont suivre. Mais là, c'est bien, bon, je parle des gens, je parle des choses qu'il y a eu autour, il y a plusieurs tournois, plusieurs activités, mais là, je vais en profiter pour vous parler des jeux auxquels j'ai joué. Donc, je vais commencer immédiatement avec quelques petits jeux un peu plus obscurs. Le premier s'appelle Toshi Toshi, qui est un jeu, je crois, qui vient du Japon, qui est un jeu de levée avec une espèce de contrôle de majorité. Donc, il va y avoir des cartes, il va y avoir une grille au milieu, et lorsqu'on va, on va remporter un trick, donc il va y avoir un système que on va pouvoir placer des petits jetons. Les petits jetons vont être placés sur les cartes ou entre les cartes de manière à pouvoir créer des majorités parce qu'à la fin de la partie, la personne qui va être majoritaire sur chacune des cartes va pouvoir faire des points. Donc, on a une espèce de système de trophées aussi qui sont placés aux extrémités. Donc, c'est vraiment le positionnement. Et là, on peut le positionner sur la carte qui va servir à briser les égalités, mais on s'entend que si le jeton est sur la carte, il va juste utiliser cette carte-là. On peut le placer entre deux cartes. Donc, le jeton va participer pour deux cartes qui sont orthogonalement adjacentes ou on peut le placer en diagonale. Et là, on se dit, ben oui, mais diagonale, c'est bien plus efficace. Effectivement, parce que là, on va toucher à 4 cartes. Cependant, les égalités se font toujours que si on a un jeton sur la carte, on est majoritaire. S'il y a une égalité, à ce moment-là, c'est les jetons qui sont orthogonalement adjacents. Et ensuite de ça, ça va être les jetons en diagonale. Donc, une espèce de positionnement qu'on va faire. On peut déplacer nos jetons. Donc, un jeu avec une bonne petite twist. C'est vraiment intéressant. Au départ, bon, les cartes sont cachées. On va pouvoir construire justement ce tableau-là. Donc, on s'imagine la grille et le joueur qui va gagner, lui, va avoir la chance de pouvoir choisir la carte qu'il va placer. Donc, il va placer une carte face ouverte, donc tous les joueurs la voient, et une carte face cachée dans le tableau. Et les autres joueurs vont pouvoir placer des petits jetons. Donc, oui, on veut gagner pour contrôler un peu les cartes qu'on va avoir et savoir où les placer, mais on veut également les autres joueurs. C'est bien pensé. C'est un petit jeu très simple, mais waouh! Ça marche vraiment bien. D'ailleurs, parlant de jeu de levée, j'en ai joué un autre qui m'a vraiment impressionné. Celui-là, je l'ai joué beaucoup. Ça s'appelle en anglais Disaster is Coming. C'est un jeu de levée, bien malin parce que ce qu'on va devoir faire, bon, quand je dis jeu de levée, là, je parle de jeu de pli aussi, je sais que c'est l'autre façon de le dire. Dans Disaster is Coming, habituellement, on ne veut pas récolter les plis, donc les levées, parce qu'on va perdre des points. Donc, la twist fait en sorte que il y a 4 couleurs différentes. Et lorsqu'une couleur sort en premier, on tourne la carte de désastre. Et lorsque les 4 cartes de désastre vont être ouvertes, à ce moment-là, on passe dans un disaster trick. Donc, au lieu d'être un coup normal, où que le joueur qui a eu la plus haute carte remporte le paquet. Et là, à ce moment-là, je le répète, on ne veut jamais remporter le paquet parce que c'est des points négatifs qu'on va avoir. Eh bien, lorsqu'on tombe dans un disaster trick, là, la règle change et que c'est le joueur qui a mis la carte la plus basse qui va récolter toutes les cartes et faire des points négatifs. Parce que habituellement, quand on remporte le levé, c'est seulement la carte qu'on a jouée qui va nous faire perdre des points. Donc, ça fait en sorte que pendant le trick, donc pendant qu'on est en train de faire le levé, bon, j'ai joué une carte verte, les autres joueurs jouent une carte verte. Oh, un joueur n'a pas de vert, il va jouer en jaune. Ça active le disaster trick, donc ça fait en sorte que pendant le round, ça change un peu les règles. Une bonne twist, c'est super simple, ça marche vraiment, mais vraiment, vraiment bien. J'ai adoré ce jeu-là, Disaster is Coming. J'ai aussi joué à un petit jeu de placement de tuiles et de placement d'ouvriers qui s'appelle Herbify. Alors, Herbify est un jeu espagnol qui est relativement simple, mais qui a une espèce de vibe grand public. Donc, on a un aspect de placement d'ouvriers qu'on va placer nos ouvriers dans différentes zones. C'est le conseil de ville. Donc, on va le placer dans certaines zones du conseil d'urbanisme et on va les placer là pour pouvoir justement aller chercher des ressources. Mais en plus de ça, on va pouvoir aller chercher des tuiles qu'on va venir placer sur le plateau de jeu et là, on va construire une grille de 5 par 5 avec les différentes tuiles et lorsqu'on va utiliser ça, on va avoir nos ouvriers, on va pouvoir les enlever pour activer les tuiles, avoir des petits bonus. La twist intéressante avec ce jeu-là, c'est que les actions qu'on va pouvoir faire vont déterminer si on a des ouvriers devant nous, donc des gens du conseil de ville devant nous ou si on n'en a pas. Et certaines actions
vont faire en sorte que lorsqu'on va appeler un conseil de ville, tous les joueurs vont pouvoir récupérer leur meeple et recevoir des ressources ou des points, donc selon le nombre de meeples qu'il y avait. Ça veut dire que même si j'avais prévu une action, dire hey, à mon tour, je n'aurai pas de meeple, un autre joueur appelle un conseil de ville, ça veut dire que je vais récupérer un meeple, donc je vais être obligé de le placer dans une autre chose. Ça amène une espèce de timing intéressant qui fait en sorte que le jeu, malgré le fait que c'est relativement simple, passe très bien. Je pense que c'est un jeu qui pourrait passer un grand public. Moi, j'aime beaucoup les jeux de construction de ville. C'est un thème qui me plaît beaucoup, ça. Encore là, le jeu est relativement simple, mais je l'ai bien apprécié. Dans la catégorie un peu plus funky, j'ai joué au jeu Gossy Gorillas. Je ne sais pas d'où il vient celui-là, qui est un jeu en temps réel, un peu chaotique. On va jouer avec des cartes et là on va avoir les cartes un peu style Anabi. On ne voit pas la carte qu'on a, mais on va pouvoir échanger avec les autres joueurs. Donc tout le monde voit la carte que les autres ont et là on peut faire des échanges. Est-ce que tu veux échanger avec moi? Et lorsqu'on échange, pourquoi? C'est parce qu'on va construire un tableau de cartes. La twist, c'est que si on a deux cartes identiques, on va pas scorer. Et là il y a des points négatifs. Il y a des cartes qui permettent de splitter ça, plein de petits tricks de même. C'est un jeu très chaotique. Le but, c'est d'aller chercher des bananes parce que les deux gagnants de la ronde vont rapporter une banane. Le premier joueur va avoir 2 ou 3 bananes, va gagner la partie. Un jeu un peu stupide, un petit jeu de party très agréable, très simple à prendre en main. Pas un grand must-have, pas une expérience ludique à tout casser, mais c'était un beau petit jeu original que j'ai eu du plaisir à jouer. Un autre jeu que j'ai joué, celui-là, c'est un jeu de la Thaïlande. Oui, Thaïlande, qui s'appelle Slot Machine. Slot Machine est un tout petit jeu très très simple, un push your luck, qui a un thème assez cool, je dois l'admettre. Donc, c'est une espèce de machine, là, vous savez, comme dans des casinos, et on va devoir tenter, on va avoir récolté des tuiles, et on veut que le marqueur s'arrête le plus proche possible de notre marqueur, parce qu'il va y avoir des points, donc le plus près qu'on est du 7 chanceux, à ce moment-là, on va remporter. Donc, le 7 se déplace tout autour du plateau, avec qui a différents icônes. On va récolter des icônes, changer les tuiles comme ça. La twist vient avec un système de cartes qu'on va pouvoir jouer, qui va faire avancer le 7 chanceux. Et là, on peut le faire avancer, on peut le faire reculer, mais ce que j'aime de ce jeu-là, c'est thématiquement, ça fait bien parce qu'au départ, le 7 bouge beaucoup, puis là, plus ça arrive vers la fin de la partie, et plus le 7 ralentit, là, on essaie de pousser vraiment la chance pour pouvoir aller chercher ça de notre côté. Un aspect de push your luck, un aspect de très, très simpliste. Il reste que j'ai bien aimé le thème qu'ils ont collé à ce jeu-là. J'ai trouvé ça très bien pensé. C'est vraiment le fun. C'est un beau petit thrill, c'est un jeu qui est très, très court. Encore une fois, pas un jeu qui est must-have, mais j'avoue que le thème colle bien avec ça, et j'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer. Je continue avec un jeu qui, lui, n'a pas passé à l'histoire dans ma tête. C'est le jeu Terra Pyramide. Terra Pyramide est un jeu de placement de tuiles. On a de la gestion qu'on va devoir faire, des actions. Je pense que j'ai joué à ce jeu-là le dimanche matin, après une nuit très courte, très fatigué de mon séjour. Je pense que j'étais un peu fatigué pendant l'explication des règles. C'est un système de tuiles qu'on va poser des tuiles. Et là, selon le positionnement des tuiles, on va pouvoir activer différentes choses. La twist, c'est que je n'avais jamais de tuiles qui me permettaient de placer des ouvriers. Et les ouvriers permettent de construire ces pyramides-là. Ça fait en sorte que je n'ai pas vraiment pu m'orienter vers cette façon de faire des points-là, parce qu'il y a plusieurs façons de faire des points dans le jeu. La petite twist, c'est que oui, il y a une règle qui permettait que je puisse payer de l'argent pour aller creuser une tuile, pour aller me chercher une tuile de mon goût. Donc là, étant donné que, bon, cette règle-là, je l'avais plus ou moins saisie, là, comme je dis, je ne mettrai même pas le blâme sur le dos de la personne qui l'a expliqué. J'étais très fatigué, mais je sais qu'il y a une piste que les gens qui m'expliquaient le jeu m'ont dit « Hey, cette piste-là, il faut faire attention, si un joueur se concentre là-dessus, il y a moyen de faire beaucoup de points. » Bon. OK, je vais essayer ça. Donc, je me suis vraiment focusé sur cette piste-là, au détriment de tout le reste du jeu. J'ai focusé là-dessus. Chaque fois que je pouvais utiliser cette piste-là, une espèce de piste de Dieu, je me suis dit, je vais y aller. J'ai fini que j'ai fait vraiment un tour, j'ai fait ça. Et avec tout ça, j'ai gagné la partie, ce qui m'a déçu. Et oui, c'est une victoire qui m'a grandement déçu parce que je pense que j'ai pas eu nécessairement de plaisir. Je suis certain que ce jeu-là a probablement beaucoup de mérite. Peut-être que c'est l'explication qu'il y a eu, peut-être que c'était mon état là. Le fait que j'ai focusé sur quelque chose en me disant, bon, c'est pas grave, je gagnerai pas, mais que j'ai gagné quand même, ça m'a comme déçu. Là, c'est bizarre, oui, j'étais très déçu de gagner en utilisant cette stratégie-là, en laissant tout le reste de côté. Je pense que ça n'a pas été mon expérience la plus géniale que j'ai eue de l'événement. Sinon, j'ai joué à un autre petit jeu, celui-là qui est un jeu plus local, qui est distribué, qui s'appelle Captain Flip. Captain Flip est un jeu où on va tirer des tuiles dans un sac, on va devoir les placer sur un tableau, un espèce de petit feeling, pas roll and write, là, mais on pige une tuile, on la place dans notre tableau, on applique les résultats. Un petit jeu qui passe bien, un petit jeu sympathique, vraiment simple à jouer, qui offre beaucoup de variabilité parce qu'il y a des plateaux différents, donc selon les positionnements qu'on va faire, je pense que c'est un beau petit jeu.
un jeu que je pourrais peut-être penser à acquérir. Je me dis que c'est très familial, mais ça sort bien. J'ai trouvé ça intéressant à y jouer. Un autre jeu qui, lui, m'a vraiment impressionné, et ça fait partie de mes coups de cœur du Jab, même mon coup de cœur du Jab, c'est un jeu qui s'appelle Whale Street. Donc, vraiment, le jeu de mots est excellent. Au lieu de Wall Street, c'est Whale Street. On a le droit à une grosse baleine. Mais c'est un jeu de marché boursier. Là, bon, les jeux économiques, c'est pas mal dans mes cordes. J'avoue que j'aime beaucoup ça. Des jeux où il va y avoir des compagnies, on va pouvoir acheter des actions de ces compagnies-là, faire fluctuer le marché, faire descendre, faire monter le prix de la compagnie de manière à pouvoir faire plus d'argent. C'est un concept ludique que j'adore. Et là, dans le cas de Whale Street, on a un mélange de manipulation de marché boursier et de Texas Hold'em. Oui, donc, un jeu qui mélange un peu ça avec du poker. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il va y avoir des cartes qu'on va avoir. Et chaque compagnie va avoir différentes cartes qu'il va pouvoir acheter, donc quand même les coffres de la compagnie. Et il va y avoir des cartes de marché. Donc, il y a 3 cartes de marché, comme un peu la River si on joue au Texas Hold'em. Et ça va faire en sorte qu'à la fin des rounds, on va pouvoir manipuler les choses de manière à pouvoir avoir des cartes. Et là, on va avoir une équivalent d'une main de 5 cartes. Bon, c'est pas exactement comme du poker, mais tu sais, on peut faire des suites, on peut faire des couleurs pareilles, on peut faire des chiffres pareil, il y a certaines valeurs qui sont plus fortes que d'autres, etc. Donc, on a une petite liste. Et là, la compagnie qui va avoir la meilleure main de poker va monter, donc va faire plus d'argent. Donc, ça va être plus lucratif. J'ai trouvé l'idée tellement bonne, une petite boîte, ça marche vraiment bien. Je me suis informé d'ailleurs pour essayer d'importer ce jeu-là. C'est un jeu de la Corée que j'ai vraiment trouvé super. Donc, un jeu qui se joue en 1 heure. J'ai joué, je pense, 4 ou 5 parties. J'ai vraiment aimé ça. Ça a été mon gros coup de cœur obscur des jabs. Vraiment un concept ludique que j'aime beaucoup, même s'il y a une de ces parties-là qui a été un échec cuisant. J'ai misé sur une compagnie et je l'ai amené directement dans le sol. Donc, j'ai essayé d'amener les gens avec moi, d'investir dans mon produit. Il y a quelques personnes qui ont participé. Et ça a été un échec cuisant. Donc, j'ai quand même beaucoup de plaisir parce que moi, bon, j'essaie toujours de gagner dans un jeu, mais gagner ou perdre, je pense que c'est l'expérience autour de la table que je vais préconiser. Puis si les gens autour de la table ont eu du plaisir, pour moi, c'est vraiment un win. Donc, Whale Street, j'aimerais beaucoup ça, me procurer une copie de ce jeu-là. Je vais essayer d'en importer une. C'est vraiment génial. Et un gros coup de cœur pour moi. Malheureusement, courez pas à vos boutiques locales. Ça me surprendrait qu'il y en ait, du moins pour le moment. Alors, je continue avec d'autres jeux que j'ai pu jouer aussi au Jab. J'ai joué à El Grande. Oui, le jeu qui date de 1995. Je n'avais jamais joué à El Grande, qui est le grand-père des jeux de contrôle de territoire. Donc, c'est une antiquité ludique. On s'entend, le jeu a presque 30 ans, mais je n'y avais jamais joué. Et là, je me suis procuré la nouvelle version. Donc, probablement, la boîte était plus conviviale, parce qu'avant, c'était une espèce de grosse boîte, big box, pas très agréable à mettre dans une bibliothèque. Et j'ai joué à la nouvelle version. Donc, si vous me demandez quelles sont les différences majeures entre la nouvelle version et l'ancienne, j'ai pas joué à l'ancienne, donc ça va être difficile pour moi de pouvoir vous le dire. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un côté de plateau qui va jouer pour 2 à 3 joueurs, je crois. L'autre côté qui se joue de 4 à 5 joueurs. Donc, c'est vraiment, ça adapte un peu plus le plateau parce que c'était une des choses pour lesquelles je m'étais jamais vraiment intéressé à El Grande. C'est que c'est un jeu qui demande principalement à avoir beaucoup de joueurs. Et là, étant donné que je joue souvent plus à 2 ou 3 joueurs, c'est peut-être moins ma tasse de thé, mais là, il paraît qu'ils ont vraiment amélioré ça. Alors, c'est vraiment un jeu qui a bien vieilli. J'ai beaucoup aimé mon expérience de jeu. El Grande, qui est un classique ludique, un classique moderne, je crois. C'est un jeu qui roule bien. Donc, la majorité, on a des cartes, on va faire des actions pour déplacer nos meeples. Je pense que c'est un jeu qui gagne à être connu, même si c'est un vieux jeu. Je pense que on est souvent dans un hobby que c'est le culte de la nouveauté. Dans le cas de El Grande, sérieusement, si vous n'avez jamais joué à ce jeu, vous êtes comme moi qui n'avez jamais essayé ça, faites-vous une fleur, faites-vous une faveur et essayez ce jeu-là. C'est un jeu qui a incroyablement mieux vieilli que je croyais. Alors j'étais un peu sceptique, je me disais bon, peut-être que le design va être un peu vieillot. C'est un jeu qui est straight to the point, c'est vraiment là, ça marche tellement bien. J'ai vraiment apprécié mon expérience de El Grande. J'ai aussi joué à un jeu qui, là, on change complètement de registre. Je passe d'un classique, d'un vieux jeu, à un jeu tout récent qui est sorti sur Kickstarter qui s'appelle Age of Rome. Premièrement, Age of Rome a du matériel vraiment sur la coche. Donc, c'est magnifique. On a droit à un plateau rotatif. On a droit à des tuiles en acrylique qu'on va venir placer pour pouvoir construire Rome. Donc, ce qui rend le jeu intéressant, c'est que chaque joueur, là, dans le cas d'une partie à 4 joueurs, chaque joueur a un district devant lui. Donc, lorsqu'on va construire dans le tour actif, on va construire dans le district actuel. Mais à la fin du tour, selon la carte d'événement qui va être tournée, le plateau va tourner. Donc, il va y avoir une rotation du plateau d'un bord ou de l'autre. Donc, ça veut dire que le prochain tour, on va avoir droit à des bâtiments qui sont différents devant nous.
Donc oui, on construit Rome et les bâtiments qu'on construit ne seront pas uniquement utilisés par nous. Cependant, bien entendu, lors de la construction, on va avoir un gros bénéfice en points de victoire. Donc on va payer de l'argent pour pouvoir construire Rome. Mais oui, Rome va se construire un peu partout et tous les joueurs vont participer à ça. Donc selon ensuite de ça les bâtiments qui vont être devant nous, lors du round actif, on va pouvoir déterminer certaines actions. Et là, on a un paquet de choses qu'on peut faire et tout roule tellement bien. On peut aller au Sénat au milieu, on peut faire des petits coups de cochon avec des complots contre les autres joueurs. On peut également construire un panthéon. On a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire à gauche et à droite. On peut collectionner des cartes, un petit côté set collection. Donc, il y a beaucoup de façons de faire des points. Et il ne faut pas ignorer complètement, il y a une piste militaire aussi, avec une espèce de contrôle de territoire qui va se faire sur 3 zones différentes. Donc, beaucoup d'éléments qui s'embriquent tellement bien. Une belle production, un jeu vraiment super. Seul bémol, c'est que j'ai eu l'occasion d'y jouer aussi à 3 joueurs et à 2 joueurs aussi, donc là, pas tout au courant du week-end, mais j'ai vraiment favorisé ma partie à 4 joueurs parce que, étant donné que lorsqu'on joue avec moins de joueurs, il y a un cadran qui est comme vide, mais qu'on va tourner après ça, ça se pourrait qu'on ait devant nous un cadran qu'il n'y a pas de joueur qui est construit. Donc lorsqu'on était à 3, c'était quand même pas si pire, mais à 2 joueurs, je tiens à dire que c'était un peu difficile pour ça parce qu'il y a toujours un aspect de cadran. Bon, on enlève certaines cartes, ça fait en sorte que le cadran va bouger un peu plus, mais je pense que c'est un jeu qui gagne à être joué à 4 joueurs, un excellent jeu. J'ai vraiment beaucoup apprécié mon expérience de Age of Rome. J'ai eu aussi la chance de rejouer à Waterfall Park. Alors, Waterfall Park est un jeu qui va sembler très familier avec les gens qui connaissent le jeu de Chinatown parce que c'est littéralement une version 2.0 de Chinatown. Donc, n'ayant pas joué à Chinatown l'original, moi, j'ai simplement essayé Waterfall, mais c'est un jeu de négociation pure où on va devoir tenter de transiger avec les autres joueurs pour essayer d'avoir des espaces pour pouvoir construire des attractions. Alors, je pense que c'est un type de jeu que je ne joue pas souvent, les jeux de négociation, parce qu'il n'y en a pas énormément qui sont vraiment bons. Celui-là mise vraiment uniquement sur la négociation et j'ai du plaisir. On est là, on s'ostine. Je l'ai joué à 4 joueurs et là, on se fait des offres d'échange. Là, ben, non, tu peux pas échanger avec lui, ben non, échange avec moi. Puis on essaie de se faire des affaires de même. C'est vraiment une expérience de jeu vraiment géniale. Un jeu dans lequel les règles sont très simples. Et le jeu focus vraiment, parce que oui, il y a des jeux qui ont un petit aspect de négociation des fois, mais là, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est le nerf du jeu, et je pense que ça prend les bons joueurs autour, parce que oui, on va s'ostiner un peu. Ça se pourrait que les joueurs disent « Ben voyons non, pourquoi t'as fait ça? » puis qu'on ait un peu de rengaine, mais je pense que quand c'est fait avec du plaisir, moi, j'ai joué à 4 joueurs, j'ai vraiment aimé ma partie. C'est toujours le fun de jouer à ce jeu-là, mais c'est certain qu'il faut jouer avec le bon monde, faut pas jouer avec des gens qui ont la rengaine après, parce que oui, on peut s'ostiner pendant la partie, mais après ça, lorsque tout est terminé, on a quand même eu beaucoup de plaisir. Donc, Waterfall Park, un beau jeu de négociation. Un petit jeu par contre que j'ai bien aimé, c'est Sur les traces de Darwin. Alors Sur les traces de Darwin est un petit jeu dans lequel on va avoir un tableau et on va placer différentes tuiles comme ça. On va essayer de faire des agencements. Un jeu qui marche bien, un beau petit jeu. Je pense que c'est pas un énorme coup de cœur pour moi. J'ai bien apprécié ma partie. C'est un jeu qui offre des bonnes petites combinaisons, puis surtout des coups satisfaisants. Ça, c'est quelque chose que j'aime dans le jeu de société. On va réussir à faire, donc quand on réussit à faire des colonnes dérangées, on va avoir certains bénéfices. On a une piste qui va avoir. Donc, c'est un petit jeu qui marche très bien. À ne pas confondre avec ça, c'est sur les traces de Darwin, à ne pas confondre avec Darwin's Journey, qui est un jeu euro un peu plus costaud que je risque de vous parler éventuellement. Un autre jeu que j'ai joué qui se joue très bien à plusieurs, c'est le jeu The Great Split. Alors celui-là, je ne l'avais pas joué au Jab, je l'avais joué avant lors d'une soirée entre amis et c'est un jeu qu'on peut jouer jusqu'à 7 joueurs. Et les jeux à 7 joueurs se font très rares, surtout les jeux qui offrent plus un sentiment de gamer. Dans le cas de The Great Split, tel que le nom l'indique, on a droit à un type de jeu qui s'appelle High Split You Choose. Donc je sépare et tu choisis. Donc, on va avoir une association de cartes. Et là, il y a beaucoup de pistes dans ce jeu-là. C'est vraiment un jeu de pistes. Et là, on va avoir des cartes. Et là, on va devoir séparer ça. L'autre joueur va choisir laquelle il conserve. Il va vous laisser celle-là. Donc, on essaie toujours de rendre ça avantageux à l'autre joueur s'il y a quelque chose qu'on veut vraiment de notre côté. Un petit concept de jeu qui n'est pas très utilisé dans le domaine du jeu de société. Je pense que j'ai trouvé ça intéressant. C'est un bon jeu. Je ne sais pas si à moins de joueurs, ça doit être un peu moins intéressant. Là, c'est le fun parce qu'il y a un jeu simultané qui se fait. Donc, c'est un jeu qui peut se permettre de jouer à plusieurs. Et c'est un jeu de pistes. J'aime beaucoup les jeux où on doit monter sur plusieurs petites pistes comme ça pour pouvoir faire des points, donc plusieurs choses à faire. J'ai trouvé ça très intéressant. Un autre jeu de draft qui fonctionne très bien, et celui-là, j'ai très hâte d'en avoir une copie, c'est le jeu Star Wars Bounty Hunters. Alors, Star Wars Bounty Hunters,
tel que le nom l'indique, est un jeu dans l'univers de Star Wars où on doit tenter, on est des chasseurs de primes et on doit réussir à faire des points de victoire. Hein, donc, on va avoir des cibles et on va devoir engager des chasseurs de primes. Et lorsqu'on va avoir complété une cible, donc avec certains paramètres, on va devoir cependant payer les chasseurs de primes qui ont servi à capturer cette cible-là. C'est un jeu de draft, un jeu simultané, un jeu très très simple. Donc, il ne faut pas s'attendre à un gros jeu de gamer, mais c'est un jeu qui roule très bien. Et si vous êtes comme moi et vous aimez l'univers de Star Wars, juste pour le art, juste pour le visuel, juste pour voir les personnages. Oh, c'est Grogu, c'est plein de personnages qu'on va croiser à travers ça. Omega de Clone Wars ou de Bad Batch. Donc, il y a vraiment plein de petits personnages comme ça, des petits rappels. Je pense que pour quelqu'un qui n'est pas fan de Star Wars, ça va être un jeu de draft correct. Donc, c'est pas le jeu de l'année non plus. Mais moi, j'ai particulièrement apprécié le thème qui est collé à ça. Le fait qu'on ait des chasseurs de primes aussi. Je trouve ça très cool. Donc, Star Wars Bounty Hunters, un beau petit jeu de draft. Je continue avec le jeu qui s'appelle Courtisan. Alors, Courtisan est un jeu qui se joue avec un tapis. Et oui, il y a un petit tapis qui est toujours mal plié dans le milieu où on va placer les cartes. Bon, je souligne le matériel très intéressant. Ils ont voulu faire différent. Ils n'ont pas pris un plateau de jeu. Mais je suis vraiment pas convaincu par le tapis. Je pense qu'il faudrait que quelqu'un utilise un fer à repasser pour pouvoir le repasser parce que il est toujours tout plié croche. Parce que là, il faut le rouler. Ça fait en sorte que... En tout cas, ça, c'est pour le matériel. Le jeu, c'est un jeu de gestion de cartes où on va devoir tenter de construire un tableau, mais à chaque tour, on va devoir placer une carte au tableau central qui va venir donner des valeurs, donc positives ou négatives à certaines cartes. On doit en jouer une sur notre tableau et on doit en jouer une sur le tableau d'un autre joueur. Donc, un espèce de système de cartes qui fonctionne quand même bien. Je dirais que j'ai trouvé le jeu correct. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont particulièrement apprécié. Moi, je l'ai trouvé bien, mais c'est pas un jeu que je vais me ruer pour aller chercher. Ça reste un jeu qui s'explique bien, qui se joue quand même bien, qui offre beaucoup de possibilités, mais c'est vraiment de la gestion de cartes. Donc, c'est le jeu Courtisan. Un autre petit jeu qui, lui non plus, n'est pas une nouveauté, mais que j'avais hâte d'essayer, c'est le jeu Cozy Casa, My Shelfie en anglais. C'est un jeu de Phil Walker Harding, qui est un designer que j'adore, qui produit souvent des petits jeux de puzzle intéressants, des placements de tuiles, du positionnement, et c'est un auteur que j'aime bien. Quoique, dernièrement, il y a eu quelques titres qui ont été hit or miss. Le jeu Spellbook a été... J'ai pas été énormément satisfait. Et il y a une autre couple de titres comme ça mais il reste que c'est un designer que je suis toujours intéressé. Il a produit des excellents jeux comme Baron Park ou encore Gizmos que j'aime particulièrement. Et là, dans le cas de Cozy Casa, on a droit d'avoir un jeu de placement de tuiles. La twist, c'est qu'on va construire notre calax. Et là, on a un plateau à la verticale. Donc, on a une espèce de verticalité, un peu comme le Connect 4, là, donc Connect 4, là, où on met les petites pastilles, ils vont tomber. Mais là, c'est des tuiles. Et là, chaque joueur va avoir son propre tableau. En fait, sa propre calax qu'il va devoir remplir. Et on va aller chercher, on va drafter des tuiles sur un plateau central. Et là, on va devoir faire certains agencements. Donc, faire des agencements de même couleur et faire également un pattern qui va être secret. Donc, je dois obligatoirement avoir une bleue là, une blanche là, une jaune là. Donc, on a des patterns comme ça qu'on va faire. Un jeu de positionnement spatial, un jeu de placement de tuiles, comme il en existe des centaines. Mais à chaque fois, j'ai du plaisir à jouer à ce genre de jeu-là. Est-ce que celui-là se démarque plus que les autres, donc plus qu'un Cascadia, par exemple? Je pourrais pas dire, je pense pas, mais il reste que c'est un jeu qui est bien pensé, qui est agréable. Le fait de pouvoir faire sa petite galaxie, c'est vraiment super. J'ai vraiment trouvé ça agréable. C'est un jeu que je vais quand même conserver. Je vais probablement jouer plusieurs parties parce que c'est le genre de jeu qui est facile à sortir. C'est le genre de jeu qui a également un impact visuel intéressant. Donc, on peut amener des gens qui sont un peu moins joueurs à jouer à ce type de jeu-là. Mais c'est certain que ce ne sera pas le plat principal d'une soirée de jeu. C'est un genre de jeu passe-partout. Je pense que ce type de jeu-là, moi, j'aime toujours ça. Une pose de tuiles, positionnement spatial par rapport à faire ça, du pattern à réaliser. C'est quelque chose qui marche toujours très bien avec moi. Donc, Cozy Casa, un autre jeu que j'ai bien apprécié. Donc là, ça commence à faire beaucoup de jeux et là, je vais essayer quelque chose de nouveau. Et oui, hein, ça fait des années que je fais des quoi de neuf, mais là, je vais choisir de faire quelque chose de nouveau. Alors, je vais vous donner mes coups de cœur du mois. Hein. Là, je vous ai tous parlé d'un paquet de jeux, mais là, je vais vous donner un top 3 de mes 3 jeux du mois qui se sont démarqués pour les autres. Donc, on essaye ça. On va voir si ça va tenir le coup. Donc, je commence immédiatement avec mon numéro 3. Qui a droit à la petite bande. Donc, en troisième place pour mes choix du mois, c'est Path of Civilization. Alors, Path of Civilization, ou communément appelé Patov, par mon cher ami Danny et Nicole, mes chers amis. J'ai trouvé ça drôle comme nom, Patov, ça marche tellement bien. Donc, j'ai reçu chez moi François Romain de la compagnie Captain Games avec une entrevue que vous pouvez voir sur la chaîne. Une entrevue vraiment géniale, une entrevue très intéressante, mais surtout,
En dehors de cette entrevue-là, j'ai pu rencontrer une personne vraiment géniale, la personne de François Romain, un humain vraiment génial, vraiment incroyable. On a discuté de plein de choses, c'était très intéressant. Et j'ai également su beaucoup de choses par rapport à l'industrie, mais aussi à lui-même, avec son parcours ludique. J'ai vraiment trouvé ça super. Ça a été une belle rencontre. Merci encore d'ailleurs François de t'être déplacé, d'être venu chez moi. On a partagé un repas, c'était vraiment, vraiment super. Donc Path of Civilization, c'est un jeu de civilisation, mais je vais vous dire que le thème est plus ou moins présent, mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est un jeu de gestion de ressources où on va devoir tenter au courant de 9 manches d'essayer de faire le plus de points de victoire. Et là, les points de victoire vont être faits de plusieurs façons en recrutant des nouvelles cartes technologiques qu'on va aller chercher. On va également aller chercher on va construire des monuments, aller chercher des leaders qu'il va avoir. Et tout ça est fait avec un système de cubes qui marche très très bien. Je tiens à souligner, l'iconographie du jeu est absolument parfaite. Donc, une iconographie qui me rappelle un peu Seven Wonders. Donc, je sais que mécaniquement parlant, le jeu n'a pas nécessairement, c'est pas un jeu de draft, donc c'est pas nécessairement la même chose que Seven Wonders, mais j'ai eu un gros vibe de Seven Wonders, mais version gamer. Donc, j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié le système de jeu, les différents types de ressources, que ce soit les ressources avec des cubes qu'on va placer dans des petits plats au milieu, donc des petits espaces au milieu selon les différents types de ressources, mais également les ressources cylindriques, donc on va augmenter, on va pouvoir acheter des cartes. Un jeu qui s'imbrique tellement bien. Seul bémol, c'est qu'il prend de la place sur la table et pas à peu près. Lorsque j'ai joué des parties à 4 et 5 joueurs, ça prend de la place, mais c'est un jeu que j'ai bien apprécié, j'ai vraiment aimé le concept. Je trouve que le jeu est très fluide, le jeu marche très très bien. C'est certain que le thème de civilisation, on le sent peut-être un peu moins. J'ai pas eu l'impression, comme dans Clash of Cultures par exemple, de construire une civilisation et d'aller chercher ça. Non, mais ça marche très bien. Je pense qu'il faut vraiment essayer de se concentrer, essayer de faire un peu de tout. On ne peut pas juste focusser sur une chose. Et l'aspect qui fonctionne bien, c'est le positionnement sur le plateau. Lorsqu'à chaque tour, on va avoir des cartes et on va devoir les placer. Donc, on va avoir 5 cartes à chaque tour et on va devoir en placer 4 sur notre plateau. Selon l'endroit où on le place, ça va nous donner accès à certaines ressources, à certains bénéfices aussi. Et la 5e carte qu'on n'utilise pas, eh bien, on la défausse à tout jamais. On ne l'aura plus jamais de la partie. Donc, on fait des choix constamment de ronde en ronde et on va se départir de certaines cartes, mais soyez sans crainte, même les cartes qu'on se départit, on peut quand même conserver les icônes, on peut conserver les points de victoire. Donc, il y a vraiment plein de choses qui se passent sur ce jeu-là. J'ai vraiment apprécié mon expérience. Je pense que c'est un bon jeu. C'est un gros jeu, oui, mais je pense que la qualité du matériel est vraiment super. Ne serait-ce que les trays qu'on met au milieu et en début de partie, on a juste à les empiler pour la mise en place. C'est fantastique. Sinon, j'avoue que si ça n'avait pas été de cette espèce de petit réceptacle-là à cartes, ça aurait été vraiment pénible à monter à chaque partie. Mais là, sur la table, on fait je mets ça et poc, 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 on les enlève et voilà, c'est réglé. Le tableau est prêt, les cartes sont prêtes à être achetées si on veut. Ça, j'ai vraiment trouvé ça super et ça aide énormément à la mise en place du jeu. Sans ça, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile. Numéro 2, le numéro 2 de mes expériences favorites du mois, le jeu Trio, une petite boîte, un petit jeu qui marche tellement bien. Le jeu a gagné le jeu de l'année à Cannes et avec raison. Hein, je pense qu'avec brio, le jeu marche tellement bien. C'est un jeu simple de cartes et de mémoire. Et là, quand j'ai su ça, mémoire, c'est pas ma tasse de thé, les jeux de mémoire d'habitude. Mais celui-là, c'est un petit jeu où on va devoir tenter d'agencer des cartes. La manière que ça fonctionne, c'est que il y a des cartes qui sont dans les mains des joueurs. Il y a également des cartes secrètes au milieu. Et lorsque c'est notre tour, le but, c'est de réussir à faire des trios. Donc, on a 2 versions de jeu. La première version nous demande d'avoir 3 trios de cartes. La deuxième nous demande d'avoir un agencement de 2 trios. Mais les cartes sont tous distribuées. Et là, lorsque c'est notre tour, on va placer les cartes en ordre et on va devoir demander à un autre joueur sa plus haute ou sa plus basse. La twist, c'est que si jamais je demande la plus haute à un joueur, il me sort un 11. Je demande la plus haute à un autre joueur, c'est un 9. Et voilà, mon tour est fini. Les joueurs reprennent leurs cartes dans leurs mains. Donc, on a une espèce d'aspect de mémoire là-dessus. Cependant, si un autre joueur, là, par exemple, je dirais, hey, sa plus haute, c'est un 11, sa plus haute, il me montre un 11. Je demande à un autre joueur, sa plus haute, un 11. Et moi, si j'ai un 11 dans mes mains, je peux appeler ma carte la plus haute également. Ça va faire en sorte que je vais ouvrir mon 11 et voilà, je vais avoir 3 11. Donc, j'ai réussi à compléter un trio. Mais il y a également des cartes au milieu. Donc, si jamais on veut, on peut demander aux autres joueurs, mais on peut également retourner la carte. Ceci dit, lorsqu'on retourne la carte, les autres joueurs vont également être au courant de qu'est-ce que c'est. Cependant, si vous êtes comme moi et plusieurs autres joueurs, on oublie vite les cartes qui sont au milieu, on oublie vite les cartes que les gens ont entre les mains et ça fait en sorte que le jeu est vraiment génial. Donc oui, malgré le fait qu'il y a un aspect de mémoire, je pense que c'est un petit jeu de cartes passe-partout.
Je crois qu'on peut jouer à ce jeu-là avec pratiquement n'importe qui, même les gens qui sont intimidés par les jeux de société modernes. Je pense que c'est un type de jeu, les cartes, le jeu est très très beau visuellement et c'est un jeu qui a un petit goût de revenez-y, un petit goût de refaire une partie. Les parties sont très rapides, ça joue très bien. Je pense que c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Le jeu Trio, un jeu qui va voir beaucoup de temps de glace dans mes soirées entre amis, même les soirées avec des gens qui sont moins joueurs. Il y a également un système de jeu en équipe que je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais je m'en suis fait dire beaucoup de bien. Donc, Trio, vraiment, je n'étais pas trop convaincu là, avant d'y avoir joué. Jeu de l'année, je sais pas, ça a l'air d'être simple, un jeu de mémoire, mais ça marche super. Si vous n'avez pas joué à Trio, eh bien, déplacez-vous et c'est même pas un achetez-le. Vous allez voir, ça vaut la peine. Puis, si jamais vous l'aimez vraiment pas, donnez-le en cadeau à quelqu'un. C'est certain qu'il y a quelqu'un qui va finir par l'aimer parce que pour moi, ça a été un gros coup de cœur. Et mon numéro 1, numéro 1 du mois, c'est sans contredit le jeu Black Rose War Renaissance. Ouais, là on passe d'une petite boîte à une grosse boîte et j'ai vraiment eu un gros buzz. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un aussi gros buzz sur un jeu de société. Black Rose War Renaissance est une version 1.5 du jeu Black Rose War qui avait déjà eu une version il y a quelques années, mais là on essaie de renipper un peu le système, donc de remettre ça un peu au goût du jour et d'ajouter certains éléments. Je n'avais pas joué au jeu d'origine, mais il m'avait toujours je regardais du coin de l'œil, à un moment donné, ça me fait beaucoup penser à un jeu qui s'appelle WizWar, un jeu des années 80, qui est pour moi un jeu tellement agréable pour les expériences de jeu que j'ai eues. C'est un jeu qui mécaniquement est très imparfait, très chaotique, mais j'ai toujours eu beaucoup de plaisir. Donc en gros, dans Black Rose War ou même dans WizWar, on est des magiciens qui vont se promener sur un plateau de jeu à lancer des sorts aux autres joueurs de manière à essayer de réussir à faire des points de victoire. Ce qui rend le jeu intéressant dans Black Rose War, c'est que en plus des joueurs, il y a également la rose noire, donc le plateau de jeu en tant que tel, qui est un personnage qui est joué. Donc on peut le jouer soit en étant un avatar, donc un personnage qui va se promener, ou simplement la rose noire qui va participer à la partie. Et là, c'est drôle parce que oui, c'est un jeu compétitif, donc ce n'est pas un jeu coopératif, mais la rose noire fait des points de victoire. Et la rose noire a tendance à gagner énormément. Donc, au courant du dernier mois, j'ai joué, je pense, 7 parties. La Rose Noire en a gagné 5. Donc oui, les autres joueurs compétitionnent quand même. Et on n'a pas totalement perdu lorsque la partie est comme ça. Les joueurs ont quand même des points. Il y a quand même des joueurs qui sont arrivés 2e, 3e ou 4e. Mais j'ai trouvé ça le fun que la Rose Noire nous offre un bon challenge. Parce que d'habitude, les automas ou les choses comme ça, les bots en tant que tels, bon, ok, ils vont faire un peu de points, mais ils ne sont jamais vraiment de compétition. Dans le cas de la Rose Noire, elle fait des points et elle participe également à la partie. Elle fait des dégâts aux autres joueurs. Et là, dans le jeu, il y a un système de majorité qui va se faire que quand les joueurs mangent des dégâts, reçoivent des dégâts, il va y avoir des cubes qui vont être placés. Et lorsque le joueur va perdre tous ses points de vie, eh bien, le joueur majoritaire va faire un nombre de points, la deuxième position, etc. Et la Rose Noire participe très activement, je dirais même, avec ces points-là. Donc, c'est vraiment un jeu que je trouve génial. On est porté à croire, bon, c'est certain que d'habitude, ce genre de jeu-là, le monde, on regarde de loin, des jeux de miniatures, un autre jeu de miniature, mais non, le jeu a un bon feeling. Et oui, à l'origine, des premières parties, c'est un peu lourd au départ, mais plus les tours se font, plus le jeu prend une simplicité, une fluidité. Donc, je pense que le truc le plus compliqué, c'est qu'il y a énormément de sorts différents et on doit programmer les sorts. Et là, les sorts ont deux côtés, donc on a beaucoup de choix. Mais au départ, c'est très, très, bon, beaucoup de lecture à faire sur les sorts, mais un coup qu'on a compris les sorts, que ça commence à aller, là, après plusieurs parties, moi, je pense que ça roule vraiment bien. C'est un jeu vraiment, vraiment super, du beau matériel. Je viens de recevoir une tonne d'extensions, j'ai tellement hâte de découvrir, j'ai tellement hâte de vous en parler encore de jeux-là. Gros coup de cœur pour moi, Black Rose War Renaissance, donc de Ludus Magnus Studio. Vraiment, vraiment un jeu super. J'ai énormément de plaisir à y jouer et c'est rare que je sors un jeu aussi souvent dans un court laps de temps comme ça. Habituellement, je vais aller d'un jeu à l'autre et j'aime beaucoup ça. Bon, rejouer à mes jeux favoris, mais celui-là, j'ai vraiment accroché. J'ai joué à 2, j'ai joué à 3, j'ai joué à 4, j'ai joué en solo et je viens tout récemment de me procurer l'extension 5-6 joueurs. Quoique à 6 joueurs, je suis pas sûr que je jouerais avec des nouveaux joueurs. Je pense que ce serait plus avec des gens qui ont déjà joué. Ceci dit, à 4 joueurs, notre partie a duré 2h30. C'est très raisonnable, je trouve, que comme pour ce que le jeu nous offre. Donc, beaucoup de plaisir. Black Rose War et c'est mon coup de cœur du mois. Donc, ça fait le tour de mon Quoi de Neuf. J'avais beaucoup de jeux à vous parler, beaucoup d'expériences ludiques à vous partager. Ça en fait beaucoup, je le sais. Il y a beaucoup d'événements aussi récemment. D'ailleurs, je vais probablement faire une petite vidéo pour vous parler d'un autre événement que j'ai participé qui a été vraiment, vraiment génial. Il s'appelle le Game Over. Mais là, je trouvais que ça faisait déjà beaucoup de choses englobées dans une seule vidéo. Au début, je voulais faire une vidéo pour le Jab et mon Quoi de Neuf standard. Habituellement, bon, j'essaie de les séparer. Là, je me suis dit, bon, regarde, je vais faire un melting pot. J'avais pris un peu de retard là, dans les vidéos que je voulais vous proposer.
plusieurs choses au niveau personnel qui ont fait en sorte que j'ai moins eu le temps de pouvoir faire ça. Mais là, je suis de retour en force avec beaucoup d'expérience de jeu. Je pense que ça va se ressentir, mais c'est ça qui est agréable. J'aime beaucoup ça, partager avec vous mes expériences. Maintenant, s'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Je trouve ça toujours vraiment super de pouvoir partager avec vous. Et si j'ai eu l'occasion de partager une de ces parties-là aussi au Jab, donc n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Je trouve ça toujours très agréable de pouvoir voir la belle communauté. Et c'est le mot d'ordre que j'adore. Je pense qu'on est une belle communauté, que ce soit la communauté ludique ici au Québec ou même aux gens qui nous écoutent en Europe. Je suis certain que vous aussi, vous avez vos événements, vos festivals. C'est vraiment super. Je trouve ça vraiment agréable d'avoir un hobby comme ça qui nous rassemble autour d'une table, de pouvoir s'installer, partager comme ça. Et même si on est à des centaines de kilomètres l'un de l'autre, je trouve ça toujours très agréable d'avoir vos opinions et qu'on puisse en discuter. Donc, si jamais vous aimez la vidéo, faites un petit pouce en l'air. Et si jamais vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? C'est le temps de vous abonner. Un petit clic, ça nous encourage, ça nous fait toujours plaisir. Et je trouve toujours vraiment ça génial de pouvoir vous partager une tonne de contenu ludique. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu. On se dit à la prochaine!